RTL Matin. Z comme Zemmour. Dobry den, Éric Zemmour. Bonjour. Bonjour, on va parler de la Russie. Manifestation, protestation, contestation. Le rituel est désormais bien rodé. Comme pour les législatives, la victoire de Poutine à la présidentielle est contestée par ses opposants qui dénoncent des fraudes électorales, ce qui est sans doute vrai. Oui, mais même les opposants en conviennent. Comme pour les législatives, sans ces fraudes indéniables, Poutine aurait quand même gagné l'élection présidentielle. Car l'opposition à Poutine était le reflet d'une classe moyenne supérieure urbaine, éduquée, embourgeoisée, qui consomme, voyage et aspire à vivre selon les canons économiques et démocratiques européens. Cette classe sociale moderniste est paradoxalement une preuve de la réussite, au moins partielle, du tandem Poutine-Medvedev et de la chance de bénéficier d'une rente pétrolière et gazière. Mais cette bourgeoisie occidentalisée demeure très minoritaire. La Russie profonde, elle, reste fidèle aux réflexes et traditions de l'ancienne Russie. Elle est décrite par l'intelligentsia moscovite comme une masse brutale et avinée, toujours en quête d'un chef à poigne. Le tsar ou Staline jadis, aujourd'hui Poutine. Mais cette masse méprisée est aussi la majorité. Une majorité le plus souvent silencieuse, mais dominatrice électoralement. Une masse qui a terriblement souffert du libéralisme échevelé des années Yeltsin. Vous êtes pour la démocratie ou pour le peuple ? Disait-on dans les années 90. Une masse qui a été rassurée par la restauration de l'État par Poutine et qui apprécie que la Russie tienne tête dès qu'elle le peut à l'hégémonie américaine. Si je comprends bien, il y a deux Russies qui s'opposent. Oui, et cette opposition irréconciliable entre deux Russies rappelle furieusement la situation qui prévalait sous le régime tsariste à la veille de la révolution de 1917. Tout au long du XIXe siècle, en effet, une élite occidentalisée avait sommé la Russie d'adopter les modèles démocratiques occidentaux. Ils étaient libéraux ou socialistes, ils rêvaient d'être français ou allemands. La masse du peuple, elle, voulait conserver ses traditions et ses valeurs ancestrales, le petit père des peuples et les popes de l'Église orthodoxe. Seuls, parmi l'intelligentsia russe du XIXe siècle, les deux écrivains de génie, Tolstoï et Dostoïevski, rejetaient la greffe occidentale. À l'époque, Moscou incarnait la tradition chère aux slavophiles et Saint-Pétersbourg, l'occidentalisme des intellectuels et des technocrates. Un siècle plus tard, Moscou est devenu le symbole de la modernité européenne, mais reste isolé au milieu d'un pays qui veut conserver son identité séculaire et refuse de se convertir aux valeurs libertaires de l'Occident qu'il regarde comme les symboles de notre décadence. Depuis que Solzhenitsyn est mort, il n'y a plus de grand intellectuel russe pour relayer la vox populi. Pendant longtemps, Poutine, avec Medvedev, avait réussi à concilier et synthétiser les aspirations contradictoires de ces deux Russies. Désormais, il n'y parvient plus. Il y a quasiment renoncé. Au cours de cette campagne, on l'a vu privilégier le soutien de l'Église orthodoxe sur celui des libéraux venus des universités américaines. En sacrifiant Medvedev à son désir de retourner au Kremlin, Poutine a brûlé ses vaisseaux. Il a choisi l'affrontement au risque du déchirement du pays entre les deux Russies. Mais il a incontestablement gagné la première manche. C'est pas si beau, Éric Zemmour. Bonne journée. Merci, vous vous aussi. Évidemment en podcast et en vidéo sur rtl.fr.